Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui au webinaire, troisième webinaire, Donnons un sens à l'argent, tout savoir sur le crowdfunding, la collecte de fonds. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre un petit instant pour attirer votre attention vers la boîte de conversation où vraiment toutes les références vous seront transmises. On a Eve qui est présente avec nous aujourd'hui pour relayer toutes vos questions et répondre éventuellement aux petites questions ponctuelles. Je vais passer la parole à Hélène, euh, notre vice-présidente. À vous, Hélène. Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième webinaire. Il y en a quatre, donc on vous attend la semaine prochaine aussi. Je me nomme Hélène Pagiel, je suis la vice-présidente de l'APO-SDG. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Ethel Côté. C'est notre experte conseillère en développement stratégique. Elle est praticienne et formatrice certifiée en développement d'entreprises collectives. Sans plus tarder, Ethel, je passe la parole. Ben, merci, Hélène. Merci, Sonia. Merci, Eve. Bonjour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui vont arriver. Il y a des gens même qui... je viens de recevoir un courriel auprès de Clotilde Céline. Elle cherche le lien. On peut peut-être lui envoyer un petit courriel. Ça rentre de partout, donc les gens veulent se connecter. Mais merci d'être là. Je sais aussi que, Eve, tu avais une petite annonce en partant, mais peut-être qu'on pourra la faire un peu plus tard. Euh, c'est bon parce que là, les gens arrivent tranquillement. Parfait. Donc, écoutez, moi, je vais vous parler de financement. Puis, à quelque part, dans mes premières années d'engagement dans les organisations communautaires, je me suis intéressée à la question de l'argent parce que je me rendais compte que c'est pas tous les organismes qui avaient 100% de leur budget garanti par l'État, donc avoir accès à des subventions. Puis après ça, beaucoup se lançaient dans des activités qu'on dit philanthropiques, là, aller chercher des dons à gauche et à droite, mais souvent on trouvait des stratégies très lourdes, hein. Ça demandait beaucoup de bénévoles. On vendait du chocolat, on vendait des oranges, on faisait des soupers spaghettis. À la fin de la journée, on se rendait compte que c'était plus des activités de promotion que des activités de levée de fonds. C'était très bon parce que ça tissait des liens dans notre communauté, mais à quelque part, c'était un grand défi. Ceci dit, depuis 83, je m'intéresse à la philanthropie. J'avais été au premier webinaire en français sur la philanthropie dans le milieu des arts et de la culture à l'Institut Banff. Puis depuis ce temps-là, je cherche toujours les meilleures stratégies. Il y a quelques années, je suis vraiment tombée, quand j'étais à Carrefour International, présidente du conseil d'administration, c'était dans notre devoir, les membres du CA, de soutenir la direction générale, mais de trouver des sources de financement. Puis à ce moment-là, on a vraiment essayé différentes stratégies pour mobiliser de l'argent dans la communauté. On les appelle les peer-to-peer. Donc, nous, chaque personne approche les gens de son réseau, puis il y a des plateformes en ligne qui nous aident à faire ça. Et en peu d'heures, ben, j'atteignais mes objectifs, 3 000, 5 000, 10 000. Donc, à un moment donné, j'ai vraiment touché au sociofinancement. Bon, les francophones, on se le dit, hein, on a tendance à toujours compliquer la sauce. Les anglos, ils ont un nom, un mot pour dire ce que ça veut dire. C'est du crowdfunding. Mais nous autres, hein, si on est en France, au Canada, au Québec, on a déjà au moins 3 appellations. Sociofinancement, financement participatif, financement collaboratif. Puis là, la jeunesse qui se met là-dedans, ils disent financement 2.0, puis ça continue. Mais c'est un marché. Cet argent-là, cette façon de convaincre les gens proches de nous, mais aussi des fois très loin de nous, à croire en nous, à croire dans nos projets, ça fonctionne. Puis si vous regardez d'ici 2030, puis c'est vraiment des statistiques documentées, des données probantes qui sont documentées par des centres de recherche, par Crowdfunding Canada et tout ça, 300 milliards de dollars qui vont être collectés via ces plateformes-là d'ici 2030 pour soutenir les projets. Donc, moi, quand tu touches à quelque chose et ça te passionne, je me suis dit, tiens, on va le faire. On va s'en créer une plateforme pour les Franco. Et c'est dans ce temps-là que j'ai relancé, j'avais eu l'art du développement comme entreprise avant, et j'ai lancé l'entreprise Mécénès, qui est incorporée au fédéral, qui est une entreprise citoyenne. Mais sur cette plateforme-là, j'avais aussi eu la prétention. J'avais fait mes devoirs, j'avais fait le plan d'affaires. On semblait être prêts, les francophones, à utiliser notre propre plateforme. Puis, j'ai investi 26 000 pour la créer, cette plateforme-là, en plus de toutes les heures que tu y mets, plus les heures du programmeur que je payais, mais qui en faisait beaucoup plus. Bien, ça a fonctionné.
On a levé pour quelques projets 65 000 en francophonie. Puis ça fonctionnait bien, mais l'entretien, parce que tout le monde n'était pas là à apprendre comment le faire. Puis moi, je faisais ça bénévolement. C'était pas une logique de créer une business, mais c'était d'amener un élément dans l'équation de mobiliser des fonds par nos propres réseaux. Je croyais vraiment que nos réseaux sociaux, notre capital social, on pouvait le transformer en argent. Ceci dit, j'ai testé plein d'autres plateformes, puis à la fin de la journée, juste en ligne, ben, je peux dire que j'en ai vraiment, j'ai découvert les choses qui fonctionnaient bien et des choses qui fonctionnaient moins bien. Puis à un moment donné, j'ai commencé à accompagner des gens à créer leur programme, leur proposition de valeur en ligne pour avoir le meilleur projet pour mobiliser des fonds. Mais là, vous allez aller sur, Ève vous a mis le lien sur menti.com. Vous pouvez aller sur votre téléphone ou sur votre poste de travail. Vous avez un code qui est 85 85 97 57. Merci, Ève. Puis ce que je vais vous demander, on va voir qui est ici. Êtes-vous un amateur du sociofinancement, crowdfunding, parce que vous en avez entendu parler, puis vous voulez être plus intelligent dans vos conversations sur le sujet? Un explorateur, parce que vous avez déjà essayé, et puis de vous faire financer. Innovateur, vous avez déjà lancé une campagne. Chercheur, parce que vous cherchez des sources de financement, puis vous vous dites, ben, c'est peut-être une... Ou juste curieux, curieuse, puis il pourrait avoir une option autre. Hein. À un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas essayer de penser à tous les autres chapeaux qu'on pourrait avoir, mais je vais vous donner quelques petites secondes, puis on va voir vraiment l'expertise qu'il y a ici. Puis il y a beaucoup de contenu dans cet atelier-ci, mais je vais vous donner des trucs. Tu sais, à la base de tout, c'est des trucs, puis pas juste des trucs que Ethel Côté a éprouvé, c'est qu'à un moment donné, on lit sur le sujet, on parle à du monde qui ont réussi. J'ai participé à la première rencontre francophone des plateformes de sociofinancement qui avait eu lieu à Montréal avec le TIS, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Il y avait la Ruche, il y avait Mécénat, on était 7 ou 8. Et les autres avaient investi 126 000 pour créer leur plateforme. J'étais assez fière d'en avoir fait autant sans subvention. Les autres, c'était toutes des subventions. Mais que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Donc, on voit que il y a 9 personnes sur 19 qui ont complété. C'est correct aussi. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Hein? Moi, c'est ça que j'aime avec le Zoom, c'est qu'à quelque part, on a plus d'une façon de communiquer. Donc, oui, quand il y a une diapo interactive, vous pouvez rentrer votre code puis rentrer votre réponse, mais il y a toujours la bien bonne façon d'écrire dans la boîte de conversation. Puis à un moment donné, il y aura une période de questions. Puis si jamais l'un ou l'autre des éléments technologiques ne fait pas votre affaire, ben, de lever la main en bonne et due forme puis de prendre la parole, ça marche toujours autant. Donc, on voit que c'est assez diversifié, mais on voit aussi qu'il y a 3 personnes qui ont mis en place une campagne. Est-ce que ces 3 personnes-là peuvent activer leur micro rapidement? Si ça leur tente, juste nous dire leur nom, le titre de la campagne, puis en un mot ou deux, là, êtes-vous fiers de cette campagne-là? Ça a bien fonctionné? Puis si vous n'allumez pas assez vite, moi, je vais continuer. Donc, les 3 personnes qui ont écrit qui étaient des innovateurs parce qu'ils l'ont fait. Donc, moi, je vois que Philippe Dieudonné dit. Vas-y, Katharina. Ben oui, en fait, je l'ai mis dans les commentaires aussi. Ma campagne est en cours en ce moment même. C'est pour une plateforme d'éducation populaire pour les adolescents. Puis j'ai beaucoup appris par des formations en ligne avec l'école entrepreneur avant le lancement. Puis j'ai beaucoup appris en cours de route qui est positif ou pas. Mais ça demande beaucoup. Ça passe beaucoup par le réseau. C'est un projet en soi pour le faire. Exactement. Ben, c'est ça. Ben, merci, Katharina. Ben, il y a une chose qui est le fun dans ton commentaire, c'est que tu as choisi, à mon avis, une des meilleures plateformes francophones, qui est la Ruche. D'ailleurs, moi, quand j'ai créé mes CNS, je ne pouvais quand même pas me payer tous les 10 000 ou 15 000 d'avocats pour faire les ententes et tout ça. Puis la Ruche était dans cette logique-là collective d'entraide. Ils m'avaient prêté tous leurs documents. On avait signé une entente et je pouvais me servir et adapter en contexte ontarien. Donc, dès le départ, je voyais que c'était, puis moi, je les ai connus dès le départ, une plateforme plein de potentiel. Puis en même temps, maintenant, elle est reconnue par Desjardins, qui est aussi en francophonie canadienne. Desjardins, il est en Ontario, donc un grand partenaire de l'ACFO SDG. Donc, on espère qu'à un moment donné, des plateformes comme ça vont peut-être se rendre ici. Merci beaucoup, Katharina, pour le partage. Est-ce qu'il y avait une autre personne?
Non, mais on va continuer. Puis oui, Katharina, j'ai senti dans ta petite phrase, tu as appris beaucoup de choses. Ah, on en apprend des fois, là, un petit peu trop tard, puis on se rend compte de l'impact négatif. Donc, on va espérer qu'aujourd'hui, je mets en lumière. Puis ne te gêne pas, hein. C'est un complément. Puis les deux autres personnes qui ont dit qu'ils l'avaient déjà fait, si vous avez des compléments, ce que je dis, je ne pourrais pas allumer les micros tout le temps, mais rajouter dans la boîte de conversation, puis on la partagera le contenu de la boîte. Ceci dit, il y a du monde dans les organismes, quand on leur parle d'argent, il y en a qui partent en courant, parce que c'est vraiment quelque chose qui les horripile, mais il y en a d'autres, ça les passionne. Entre autres, la directrice générale de l'ACFA SDG, Céline Bergeron-Tardif, c'est quelque chose qui la passionne. Puis la personne ressource qu'on avait dans le dernier webinaire, Linda, c'est aussi quelque chose qui la passionne, parce qu'elle nous en a parlé pendant le dernier webinaire sur comment rédiger des demandes de subvention. Ce qui est fascinant, c'est que si à quelque part, on a déjà joué un rôle pour convaincre quelqu'un d'appuyer notre projet et de nous donner un peu d'argent, que ce soit un commanditaire, que ce soit un bailleur de fonds ou tout, qu'on a réussi à formuler notre projet comme il faut, mais je peux vous dire que vous avez déjà une bonne base d'expérience, de compétences à transférer dans la réalisation d'une campagne de sociofinancement. Donc, d'où vient l'argent présentement? Puis là, je vais juste remettre la diapo rapidement. Elle vient d'où votre argent? Là, vous avez le choix. Ça va être facile. Vous allez sans doute écrire subvention. Il faudrait qu'au moins une personne écrive ça. Mais au contraire, si vous connaissez une vraie source, là, je vais la dire elle aussi parce que tout le monde la connaît, Patrimoine canadien. Mais si vous en connaissez d'autres, essayez d'en écrire une ou deux. Puis ça va être pour notre connaissance collective. Puis si vous avez d'autres stratégies de levée de fonds, vous savez qu'aujourd'hui, on va parler de sociofinancement, mais il y a peut-être autre chose que les subventions. Bon, il y a les dons, il y a Centraide qui parfois gère des programmes de financement pour des organismes qui n'ont pas un statut de bienfaisance. Sinon, il faut avoir un statut de bienfaisance. Oui, des activités rassembleuses comme des bingos, si on peut mobiliser de l'argent, puis si l'organisme est impliqué dans certains bingos, il y a une partie de cet argent-là qui peut être versée à un organisme, les bailleurs de fonds municipaux. On pense souvent juste à provincial et fédéral, mais il y a aussi le municipal. Les municipalités ont des fonds pour soutenir un développement de la communauté. On va se donner encore 2-3 petites secondes. Je pense que les clubs de la région, oui, les clubs vont faire plusieurs activités de levée de fonds et ça peut aider à financer leurs propres activités et d'autres activités. Toute la logique de la commandite. Vous savez qu'il y a un atelier que la FOSDG, on a donné, MSNS et la FOSDG, il n'y a pas tellement longtemps. C'est sur 23 grandes stratégies de levée de fonds. On a fait cet atelier-là, entre autres, aussi en collaboration avec l'atelier d'innovation sociale. Donc, d'ailleurs, tous les organismes qu'on mentionne comme ça, là, je prenais des notes parce que c'est vraiment des boules d'énergie, des boules d'information. Ça vaut la peine d'aller fouiller un peu pour découvrir d'autres ressources. Ceci dit, quand un nuage prend forme comme ça, c'est quand le mot est vraiment plus grand que les autres, c'est qu'il a été mentionné par plus d'une personne. Mais on voit qu'on a déjà une expertise à diversifier relativement nos sources de financement. Il y a quelqu'un qui a écrit le privé. C'est rare dans le communautaire qu'on pense au privé, sauf peut-être en lien avec les commandites, mais le secteur privé canadien, dans toutes les régions du Canada, s'intéresse de plus en plus à soutenir le développement dans les communautés. Puis je peux vous dire qu'en temps de pandémie, plus que jamais, ils se posent la question comment ils pourraient le faire plus parce qu'ils se rendent compte qu'on est au front et qu'on est en train de vraiment nourrir ce développement-là malgré la pandémie. Donc, on va se lancer. Il y a des statistiques qui ont été colligées depuis le début de la pandémie parce que les gens ils ont dit ça n'a pas d'allure, tout le monde, on est tous pris dans cette pandémie-là. Ça va affecter les dons. Et au contraire, les gens qui ont donné avant la pandémie, ben, c'est sûr que s'ils vivent une situation financière difficile, ils vont moins donner ou pas donner. Puis ça, tout le monde le comprendre. Mais la tendance, c'est que les gens donnent aussi pendant le temps de la pandémie. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui ont mis sur hold, excusez-moi l'expression franco-ontarienne, en attente toute leur stratégie d'approcher la communauté pour mobiliser des fonds, quand pourtant, elle est là, la communauté, pour soutenir des projets aussi, plusieurs personnes de la communauté. Puis il faut trouver une façon de le faire autrement. On peut peut-être plus faire le souper de spaghetti, on peut peut-être plus faire le fond de bingo en mode présentiel, donc dans une salle avec des cartes et tout, mais il y a peut-être d'autres façons de le faire. Et c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup d'innovations et le sociofinancement émerge de cette innovation-là à mobiliser des fonds.
Donc ça, vous allez reconnaître ça. Ça, c'est toutes les, pas les vieilles façons, mais les façons les plus communes qu'on a vues dans les communautés pour lever de l'argent. Et nous, on va aller un peu plus loin. Et quand on vient à l'atelier des 23 sources, on touche à tous ces éléments-là. Assurément, là, on va rentrer dans la bulle philanthropie. Puis c'est même pas toute la bulle, on va juste focusser sur le sociofinancement. Oups, ouais. Donc, quand on parle de sociofinancement, très souvent, on se pose la question, on va voir en ligne, on navigue sur quelques plateformes. Beaucoup de monde connaissent les grandes plateformes, Kickstarter, GoFundMe, des choses comme ça, mais il y en a plein de plateformes, il y en a des milliers de plateformes, puis il y en a qui sont spécialisées dans des thématiques, puis qui rejoignent des gens qui ont le goût d'appuyer ces projets-là. Il y en a d'autres qui sont très, très, très larges, mais qui rejoignent aussi, qui vont avoir peut-être 1 million de projets sur leur plateforme. Donc, c'est quand le meilleur moment pour lancer une campagne? C'est quoi la bonne façon de faire ou les bonnes façons de faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir ou se donner la chance de réussir? Vous allez voir quelques statistiques. Moi, ce que je veux aussi, c'est vous donner des trucs aujourd'hui, mais aussi allumer vos lumières par rapport à ouais, mais quand on se lance là-dedans et qu'on n'est pas préparé, bien, ça se peut que le mur nous arrive plus vite qu'on pense là, dans le front. Puis c'est quoi les prérequis? Si on veut réussir, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en amont, donc avant de lancer notre campagne pour réussir notre campagne de sociofinancement. Donc, 94 % des gens dans la communauté pensent éventuellement faire du sociofinancement. 4 % l'ont fait avec succès. Ça veut dire qu'ils ont lancé une campagne, ils se sont donné un objectif de 5 000, 10 000, 15 000, 100 000 et ils l'ont atteint. 2 % l'ont fait. Donc, sans succès, c'est 4 %. Avec succès, c'est 2 % et 0 % n'y songent pas. Donc, tout le monde essaie de voir à quelque part dans le milieu social, les gens qui cherchent l'argent, à regarder toutes les stratégies. Puis les gens, souvent, vont regarder vers le sociofinancement. Qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, on a entendu parler d'une campagne, on a vu quelque chose sur les médias sociaux, on se questionne et on va peut-être se lancer. Sans bonne préparation et sans stratégie de communication efficace, vous risquez d'échouer. Et plus que ça, ce n'est pas juste d'échouer sa campagne, c'est que il y a tout un boom d'énergie quand on lance une campagne, si c'est bien promu et tout. C'est du monde les gens qui vont vous appuyer veulent réussir avec vous. Mais quand vous échouez, c'est aussi du monde qui peuvent remettre en question qui vous êtes, le projet que vous aviez proposé, comment vous étiez organisé. Donc, il y en a même des statistiques qui montrent qu'il y a des organismes qui, après coup, à cause qu'ils ont vraiment mal planifié, les messages n'étaient pas assez clairs ou quoi que ce soit la problématique, ben, ça les a discrédibilisés dans leur communauté. C'est-à-dire qu'ils ont perdu un peu de crédibilité dans les gens qui étaient autour d'eux. Donc, il faut vraiment une bonne préparation, une bonne stratégie de communication, c'est critique, puis on va regarder les éléments. Il y en a qui disent, bon, c'était dans les années 80, 70, qu'il y a eu les premières campagnes de sociofinancement, mais le statut de liberté est peut-être la première exemple où est-ce qu'on a mobilisé plein de monde à investir dans un projet qui devenait un projet collectif. Puis, OK, ça ne se passait pas en ligne. Sociofinancement, ça ne veut pas dire que c'est virtuel tout le temps. Dans ce temps-là, ce n'était pas en ligne, mais on mobilisait des fonds pour un projet collectif et ça a fonctionné. Après ça, il y a des artistes qui l'ont fait pour aller chercher des sous pour produire un CD. Donc, on n'a presque plus de CD de nos jours. Donc, vous voyez, ça nous ramène dans les années 80. Encore là, ça ne se faisait pas nécessairement avec une plateforme de sociofinancement, mais ça se faisait par le courriel. Puis, vous allez voir encore aujourd'hui à quel point qu'un courriel a peut-être des fois plus d'impact que Facebook, Twitter, tout ce monde. Il y a des milliers de plateformes, comme je vous le disais. Puis dans les statistiques, on voit que tout ce qui est entrepreneuriat, affaires, c'est 41 % dans tous les milliards-là qui sont collectés en ligne. Mais les causes sociales, tous les organismes communautaires, ben, c'est quand même pas loin de 19 %, donc c'est quand même assez intéressant. Je vois qu'il y a Philippe Dieudonné en ligne. Tu vois, 6 % pour l'immobilier. Un projet de coop pour acheter de l'immobilier, pour capitaliser collectivement, pour avoir un actif, puis aider plein de familles qui sont membres de votre coop. Ben, ça pourrait être intéressant dans une logique de sociofinancement. 17,2 milliards de dollars ont été récoltés en Amérique du Nord, donc ça nous inclut. Ça a augmenté de 33,7 % l'année dernière. Regardez le nombre de campagnes, ça c'est le chiffre de 2019, je n'avais pas trouvé le chiffre de 2020. Puis les campagnes réussies ont récolté en moyenne 28 000. Donc il y en a qui vont récolter 100 000, mais il y en a d'autres qui vont récolter 500 ou 1 000. Donc la moyenne nous amène là. Et 22,4 % est le taux de réussite moyen
des fois, les gens disent, ben, pourquoi je ferais du sociofinancement? Je ne connais personne. Et en moyenne, c'est 300 financeurs qui ont contribué à une campagne pour appuyer un projet. Souvent, c'est plus, ça dépend de la plateforme et de la façon qu'on gère nos messages, mais ça, c'est en moyenne. La moyenne de dons, c'est 96 $ par personne. Puis en 2023, on pense qu'il va y avoir ce nombre-là de campagnes. Donc, vous n'allez pas être les seuls si demain matin, vous lancez une campagne de sociofinancement, de là à découvrir les trucs, les astuces et tout ça. Donc, le sociofinancement, il n'y a pas personne, à mon avis, qui va dire « Ah ben tiens, je vais juste me financer avec du sociofinancement ». Non, c'est un beau complément ou des autres argents que vous allez chercher auprès des bailleurs de fonds ou aux autres activités philanthropiques. Si vous allez chercher cet argent-là, vous êtes à peu près libre de le mettre où vous voulez dans votre projet. Si vous allez faire une demande de subvention, tout le monde le sait. L'argent que vous demandez, c'est pour faire du bleu, vous devez faire du bleu. Mais l'argent que vous allez mobiliser par des dons ou par des dons en ligne ou des dons de d'autres façons, bien, ça peut servir de contrepartie ou d'effet levier pour convaincre un bailleur de fonds de vous financer. Ça aide beaucoup d'organismes à tisser des liens. Là, je peux l'avoir, notre Céline Baillargeon-Tardif qui doit se dire « Ah, si on peut trouver un petit 10 000 là pour faire l'effet levier pour un projet, assurément, c'est gagnant. » Il y en a d'autres qui disent « Ah, mon Dieu, on va mettre notre projet en ligne, il est tellement bon, ça va se faire tout seul. » Ça se fait jamais tout seul. Même les bons projets, les gars, les filles qui ont porté ces projets-là ont travaillé leurs textes, ont travaillé leurs mots, ont travaillé la longueur, le nombre de mots pour présenter, ont travaillé leurs images. La petite vidéo de 2-3 minutes, elle était vraiment très percutante. Le nom dit bien ce que ça veut dire en anglais, hein, crowdfunding, crowd pour foule, fond, funding pour fond. Juste en soi, donc, comment ça marche? Là, je vais juste vous présenter brièvement. Puis là, vous pouvez m'écrire si je vais trop vite, mais je pense que le rythme est quand même assez bon. Sinon, Sonia, tu allumes ton micro, tu me le dis s'il y a du monde qui lève des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges. Mais en soi, on développe notre campagne. Puis avant de développer notre campagne, il faut avoir un projet. Puis idéalement, le projet, en sociofinancement, on peut individuellement proposer des projets. Il y a des plateformes, beaucoup de plateformes qui acceptent des projets des individus. Puis il y a beaucoup d'organismes, d'entreprises qui proposent aussi des projets collectifs. On va le mettre, notre projet en ligne. Il faut en faire la promotion. Donc, il faut mobiliser des gens. On va vraiment travailler tout notre réseau qui va être proche. Vous allez voir tout à l'heure comment on va le faire, les amis et tout ça. Pour élargir, ce monde-là, quelques personnes de tous nos réseaux vont faire des dons. Il va y avoir l'effet d'entraînement. Idéalement, votre projet va être financé. Mais je peux vous dire que des fois, à l'étape 4, il y en a qui s'arrêtent là. Puis vous allez voir pourquoi que ça l'arrête là. Et leur projet n'est même pas financé, même s'ils avaient récolté quelques milliers de dollars. Puis votre organisation reçoit le financement, peut faire les suivis pour remercier les gens qui ont cru en vous et qui ont soutenu leur projet. Un petit peu plus compliqué. Là, Linda, que je vois en ligne aussi, qui a donné son atelier, elle va dire, mais mon Dieu, ça ressemble un peu à ce qu'on disait la semaine dernière quand on veut soumettre une demande de subvention à un bailleur de fonds. Il faut vraiment être clair sur qui nous sommes, si on est crédible, si on a l'expertise de porter le projet. C'est quoi le projet? C'est quoi l'activité qu'on va proposer? Il faut que ça soit aussi très, très clair. Pour qui? Il faut dire à qui ça va servir, ce projet-là, puis combien d'argent qu'on a besoin pour réaliser ce projet-là. Il faut vraiment que ça soit le plus réaliste possible. Puis, c'est clair, j'ai pas vu la statistique, j'en l'ai cherché pourtant de voir parce qu'on dit tout le temps, il y en a qui vont donner parce qu'ils ont un coup de cœur. Ils ont lu votre texte, ils ont vu votre image. Des fois, même l'image accroche, puis les gens vont dire, je veux appuyer ce projet-là. Puis il y en a d'autres qui vont vraiment aller lire le texte, aller visiter votre site, suivre les liens, écouter votre vidéo, puis vont dire, ah, ça n'a pas de l'air crédible, ça n'a pas de l'air viable, ce projet-là, pourquoi je mettrais mon argent là? Je vais aller voir un autre projet. Donc, oui, on va accrocher des gens qui sont proches de nous ou loin de nous, puis leur projet leur parle. On le voit beaucoup dans tout ce qui est écologie. Il y a du monde qui vont regarder un beau projet écologique, puis ça va dans tes valeurs de protéger la planète, de gérer les matières résiduelles. Souvent, ils ont le réflexe de cliquer plus vite, il y a le coup de cœur avec le projet, mais il faut quand même qu'ils soient mieux préparés. Mais il y en a d'autres qui sont super minutieux dans leur choix d'investir. On dit souvent, dans toutes les stratégies de sociofinancement, c'est l'approche KISS. Keep it short and simple. On est habitué, hein? Les bailleurs de fonds nous ont tellement donné de coups de pied dans le derrière
pour être capable, parce qu'il y a plusieurs années, quand on écrivait une demande de subvention, je me rappelle, j'étais présidente à la FESFO, puis les jeunes, quand ils écrivaient la demande à Patrimoine canadien, je ne vous mens pas, c'était des 40 pages. Chaque question, il y avait comme 5 pages qui expliquaient tout. Puis vu que c'était des jeunes, ben, des fois, ils se disaient, ils ne doivent pas tout lire, ils mettaient même des mots drôles, des fois, dans les textes. Puis comme de fait, personne ne nous a jamais dit qu'il y avait des mots drôles dans les propositions. Donc, on a commencé à douter que tout était lu. Mais maintenant, c'est plus ça la pratique. Même les bailleurs de fonds nous obligent à écrire 100 mots, 75 mots, 30 caractères, tout ça. Donc, on est habitué de plus en plus à écrire en peu de mots la description de notre projet, qui nous sommes, puis comment on va le faire. Bien, ça, cette pratique-là, dites-vous, il faut réellement vous inspirer de ça quand vous allez sur une plateforme de socio-financement. Ils vont vous donner toutes sortes de trucs, hein, comment la bâtir, votre campagne, si vous choisissez de la plateforme GoFundMe, la ruche, tout ça. Il y a plein de modus operandi, il y a des questions-réponses, il y a toutes sortes de trucs, mais en même temps, si vous ne prenez pas de temps pour écrire votre projet en peu de mots, tu sais, être avare de mots, l'expression être avare de mots, que n'importe qui pourrait lire votre petit paragraphe, puis testez-le autour de vous. Vous écrivez votre texte, vous le faites lire à d'autres mondes, puis que vous n'avez pas besoin de rien expliquer, qu'en soi, en le lisant, je comprends et j'aurai le goût de m'embarquer. Bien, c'est là qu'il faut en arriver dans le gérer notre message. Donc, les gens ne sont plus sur l'Internet très longtemps. Donc, il faut vraiment qu'en peu de mots, en peu de phrases, les gens puissent vraiment dire « oui, ça m'intéresse ». Oui, ça les intéresse. Il y en a qui vont aller voir le site après, tout ça. Mais donnez-vous la chance qu'ils se rendent au moins jusque-là pour les convaincre de vous soutenir. Donc, votre vision du projet doit être claire. La finalité, l'argent que vous allez récolter, il faut que ça soit clair à quoi ça va servir. Puis, un titre accrocheur aide les gens à dire, au-delà du titre, je vais-tu aller lire le paragraphe qui suit? Il y en a que le titre est tellement pas accrocheur, des fois l'image est floue, ils n'ont pas mis de vidéo. Les gens, même si c'était le meilleur projet sur la plateforme, les gens ne vont même pas se rendre à le lire comme tel. Donc ça, d'abord, c'est les 3 premiers trucs que je vous donnais. Si on se dit maintenant comment, quand on va développer notre campagne, comment vraiment mobiliser des gens, j'ai trouvé des données récentes. Les campagnes qui informent régulièrement leurs followers, vos amis sur Facebook, les gens qui vous suivent sur LinkedIn, rapportent 126 % de plus que celles qui ne le font pas, ces campagnes-là. Donc, de vraiment là, nourrir les gens qui, on les a informés, ils n'ont peut-être pas donné, mais on les informe de la suite. À un moment donné, ça rapporte beaucoup. Puis, récolte au moins 30 % de leur objectif de campagne au cours de la première semaine. Bien, ça ne se fait pas tout seul. Je ne sais pas, je vais juste vous ramener dans le temps où on faisait des télétons. Vous savez, quand on a un téléthon pour une cause, l'hôpital des enfants, tout ça, bien, le téléthon commence, hein? Remettez-vous là, devant votre télévision, le téléthon commence, il est peut-être 8 heures ou 7 heures, puis à 7h15 ou 20, ils nous annoncent qu'ils ont déjà 1,5 million. Écoutez, ce n'est pas dans les premiers 45 minutes qu'1,5 million est rentré. Les gens ont fait du travail en amont, les gens qui organisaient le téléthon, ils ont mobilisé leur réseau, ils ont été chercher des engagements dans les entreprises, dans les organisations. Il y a du monde qui ont dit on va se préparer pour être capable d'annoncer notre don au téléthon, puis on commence 2-3 mois à l'avance. On le voit partout. C'est pour ça qu'ils annoncent. Puis on sait, ça marche dans les télétons, mais ça marche dans le sociofinancement. Si très tôt dans la campagne, première semaine, deuxième semaine, on a de l'activité sur notre page à nous, sur notre projet, puis que là, le monde peut voir, hey, elle a donné, hey, elle aussi, je la connais, elle l'a donné, puis oh, elle l'a partagé sur Facebook, hey, c'est mon ami, je vais aller voir. L'effet d'entraînement fonctionne très bien. Une campagne qui est dormante au tout début risque de ne pas atteindre son objectif. 53 % des partages par courriel transforment en dons. Les gens qui faisaient du sociofinancement, non pas virtuel, mais par courriel, ça a commencé un peu comme ça quand on s'est servi de l'Internet pour convaincre des gens, bien, ça marchait et ça marche encore. C'est d'ailleurs, le meilleur suivi a été fait par des courriels. Toutes les campagnes de peer-to-peer, puis je ne vous présente pas ces plateformes-là aujourd'hui, mais si jamais je vais en parler la semaine prochaine. Pour des petits montants, ça fait partie d'une des stratégies que je vais vous parler, comment vraiment profiter des plateformes de peer-to-peer, parce que
Si on a besoin d'un 5 000, d'un 10 000, d'un 12 000, vraiment, c'est génial. Mais ça passe par le courriel. 12 c'est des partages sur Facebook. Il y en a qui disent, mon Dieu, je vais juste partager sur les médias sociaux. Bien, ajustez vos lanternes, là. 3 sur Facebook, 12 sur Facebook, 3 sur Twitter. Oui, il faut être présent. Vous, il faut se retrouver dans les médias sociaux. Mais si on met tous nos œufs là, ça ne fonctionnera pas. On n'aura pas les dons ou l'objectif ne sera pas atteint. Là, je vais continuer. Je voulais vous demander vos trucs, mais je pense que je suis mieux d'aller directement à mes trucs. Une bonne campagne, puis la majorité des plateformes vont vous le dire, c'est en moyenne 9 semaines. Ouais. Moi, j'ai vu du monde dernièrement là, qui voulait lancer une plateforme, une campagne de 6 mois. Et je me suis dit, où est-ce qu'ils ont lu ça? C'est comme, il va y avoir un essoufflement. Eux vont être essoufflés. Parce qu'il faut l'animer, cette campagne-là. Puis, il n'y a pas l'effet de, wow, ça se passe maintenant, le buzz qu'on veut créer, puis il ne faut pas manquer notre opportunité d'appuyer ce projet-là. La page de collecte de fonds les plus efficaces, ils ont entre 300 et 500 mots. Rappelez-vous de ça, là, parce que des fois, encore là, les plateformes le disent. Très souvent, ils vous donnent des directives, mais très souvent, on ne les lit pas, hein, parce mais 300 à 500 mots maximum. Une campagne menée par une équipe plutôt qu'une personne récolte 3 fois plus. Pourquoi? Parce que chaque personne a son réseau, puis vous allez voir, le sociofinancement fonctionne par rayon autour des personnes. Moi, j'ai mon réseau immédiat, ma famille, mes amis, mes collègues. Eux autres ont leur réseau immédiat. Chacun a son réseau immédiat. Au-delà de mon réseau immédiat, j'ai un réseau autour de ces personnes-là. Puis ça continue comme ça. Donc, il faut se donner des stratégies pour chacun des cercles. On va regarder ça dans quelques secondes. Une campagne menée par ça, je l'ai dit. Les projets avec une vidéo récoltent 105 fois de plus que les autres. Donc, là, je vois mon Justin avec le concours là qui fait des vidéos capotantes, puis surtout très pointues. Bien, imagine, là, on pourrait peut-être faire une belle vidéo de 2-3 minutes, puis oui, aller chercher le petit montant de plus pour faire une finale un petit peu plus déjà extraordinaire, mais avec un petit plus. Ceci dit, ces éléments-là sont à la base, mais il y en a d'autres. C'est quand la meilleure journée de la semaine? Il semble que. Puis là, c'est pas tel côté, je vous ai mis, c'est Kickstarter, c'est la plus grosse plateforme. Eux autres, ils ont toutes les données. Des millions de projets qui ont été déposés depuis la création de Kickstarter, c'est 100 000 ou 200 000 par année. Ils ont regardé les campagnes qui réussissaient le mieux. Le mardi serait le meilleur jour, le dimanche le pire jour. Il y en a qui disent hey, on va faire ça en fin de semaine, on va mobiliser nos bénévoles, on va faire ça en gang. Oui, peut-être le samedi, mais le dimanche, oubliez ça. Au mois d'août, c'est où les projets sont, le plus de projets sont financés. Janvier, février, moins financés. Puis le meilleur moment, ben, c'est le début de la journée. Là, je vois ma petite Ève, notre experte en communication qui fait des programmations de pauses pour suivre les projets. Puis quand elle se lève le matin, quand on a prévu des pauses à tous les jours pour certaines choses, ben, elle fait en début de journée. On l'enseigne en communication. On essaie d'être les premières choses qui vont être lues pour être encore là dans la tête des gens beaucoup plus tôt. Donc là, je vais vous présenter quelques campagnes. Celle-là, c'est assez fascinant hein, parce que c'est quelqu'un qui avait créé une glacière, un prototype, mais c'était genre la glacière la plus cool au monde. C'était The Coolest Cooler. C'était ça le titre, quand on dit un titre accrocheur. Il a levé 13 millions. Il ne s'attendait pas à ça, le gars-là. Il s'est vraiment créé une job, il a créé une business, puis il a produit vraiment son cooler. Puis ça fonctionne très bien. Là, imaginez, il y a un gars qui a créé un gars, une fille, une équipe qui ont créé un projet qui s'appelle Exploding Kitten. C'est un jeu, là. On met pas, c'est pas des bâtons de dynamite pour mettre pour faire exploser des vrais chats. Mais il a parlé de son concept, c'était pas réalisé. Il a fait son prototype pour que ça soit bien, bien, bien beau. En moins de 7 heures, le projet a été financé à plus de 10 000 %. Il espérait avoir 10 000 $ pour produire son jeu. Il en a récolté plus de 8 millions, près de 9 millions de dollars. Parce qu'il a joué avec un titre accrocheur, il a fait un bon descriptif. Allez voir la campagne dans l'historique en ligne. Il y a un petit paragraphe. Hey, ça a réussi à convaincre 8 millions. Puis il y a une belle vidéo aussi. Puis celui-là que je voulais vous montrer, Grilled Jesus, ouais. Ils ont récolté 25 600 $ avec 286 contributeurs. Vous voyez avec le chiffre de tout à l'heure, je vous disais en moyenne là, le nombre. Vous allez me dire pourquoi elle nous présente ça. Ben, la personne a dit, là, il y en a qui vont capoter d'avoir quelque chose comme ça, puis
modifier un grille-pain, ça leur a pas coûté bien cher, puis regardez. Donc, ceci dit, c'est pas juste des affaires farfelues comme ça que sociofinancement. Celle-là est encore drôle, c'est Pâturon éco-pâturage. Ils ont demandé aux gens de les appuyer parce qu'eux autres, leur projet, c'était de vraiment tondre la pelouse, mais grâce à des moutons. Hein, ils ont quand même levé plus de 9 000 euros. Ce gars-là, il avait promis, là, il y avait deux histoires par rapport à cette anecdote-là. Lui avait dit, je vais faire la meilleure salade de patates, Zach Danger Brown, et juste pour voir, parce que Kickstarter avait beaucoup, beaucoup de balises au tout début. C'est comme n'importe quelle plateforme de sociofinancement. Tu essaies de donner des cadres pour vraiment que ça marche, tout ça. Puis à un moment donné, ils ont enlevé les cadres pour permettre à la créativité. Puis lui, il a dit, tiens, moi, aller voir si je vais être banni avec ma campagne. Bien, il n'a pas été banni. Il avait besoin de 10 pour réaliser sa salade aux patates. Puis, il y a eu presque 7 000 personnes qui ont fait... donc, lui, il voulait juste 10 il voulait tester. Puis il y en a eu 55 000 pour l'appuyer. L'histoire que j'avais déjà entendue, c'est que pauvre gars, il devait envoyer des salades de patates partout dans le monde parce qu'il y avait des gens partout dans le monde qui avaient fait des dons. C'est pas vrai. Il a pris cet argent-là et il l'a remis à une cause des mal nourris et des mal logés à l'État d'Ohio. Donc, il a pu prouver que les plateformes fonctionnaient. Pourquoi je vous la montre? C'est aller voir comment il a écrit son descriptif pour le projet. Ça a été assez accrocheur, puis les gens l'ont pris au mot puis ont fonctionné. Mais là, c'est mon coup de cœur. C'est une campagne qui se passe maintenant. C'est une amie, c'est une sœur franco-ontarienne qui vit dans la région de Durham. Tout le monde aurait dit, ben voyons donc, en Ontario-Français, on peut-tu mobiliser de l'argent? Ben, cette dame-là, c'est son 3e cancer et grâce à l'appui de la communauté, ben, elle se retrouve présentement en Allemagne pour avoir des vrais traitements adaptés au type de cancer qu'elle a. 106 000 mesdames et messieurs. Le hic, c'est là qu'on va regarder dans les prochaines minutes, le défi, c'est que si elles n'atteignent pas leur objectif, hein, elle n'aura jamais son argent. Et puis, vous allez voir, la majorité des plateformes sont créées comme ça. Donc, dans le sociofinancement, il faut se rendre compte qu'il y a 4 types de plateformes. D'ailleurs, en Ontario, en début 2021, on a annoncé qu'on pouvait avoir la 4e type de plateforme, là, les 3 et 4e, prêt et équité, parce qu'avant, on avait juste les dons et dons contrepartie. Puis ça, c'est dans l'ensemble du Canada, c'était les 2 premiers. Puis il y a 4 ou 5 provinces qui ont fait les autres. Donc, il y a des campagnes que c'est vrai, des plateformes qui c'est venez chez nous, présentez votre projet, puis vous allez inciter les gens à vous donner de l'argent. Entre retour, vous ne leur donnez rien. Ça fait partie ils appuient votre projet, ils croient en vous, vous avez fait un bon pitch et ils vont vous donner 10, 50, 75, puis ils espèrent éventuellement avoir un peu de nouvelles pour voir si ça servait à quelque chose, quand même, leur don. Il y a d'autres plateformes, puis le Kickstarter est là-dedans, KissKissBankBank, Arizuka, Bavelda. C'est le don avec une contrepartie ou il y en a d'autres qui appellent ça ou une récompense. Dans le sens que ça rejoint nos plans de visibilité. Les gens qui sont dans des organismes qui ont fait des plans de visibilité pour leur commandite, c'est la même affaire. C'est qu'on se dit, OK, de 0 à 5 ou 0 à 10 ben non, 10 ça va être, on va vous envoyer une lettre de remerciement. À 20 vous allez avoir un témoignage de quelqu'un qui va profiter de l'activité. À 30 on va peut-être vous envoyer 2 billets pour participer à un spectacle virtuel, parce que là, on est en mode virtuel, mais normalement, ça pourrait être un spectacle en personne. On essaie de donner une contrepartie qui ne coûte pas cher, parce que là, imaginez, là, si on demande 30 puis on est en train de donner quelque chose qui en vaut 40, on vient totalement de lapider notre campagne, parce que les gens disent, ben voyons donc, je leur donne d'argent, puis ça leur coûte plus cher me donner le cadeau qu'ils me promettent de me donner. Donc, il faut vraiment être très cohérent dans la contrepartie ou la récompense. Et on peut aussi maintenant avoir des plateformes, puis là en Ontario, ça a été lancé, où est-ce qu'on peut convaincre des gens de nous prêter de l'argent pour appuyer nos projets. Donc, encore là, je reviens à des grands projets immobiliers communautaires, peut être intéressant, ou même investir. Le prêt, on le rembourse. L'équité, c'est aussi une dette, mais c'est des gens qui décident d'embarquer avec nous un peu plus longtemps. Là, je vous ai mis des exemples de plateformes. Moi, la première plateforme, un de mes fils, Léandre, savait que depuis sa naissance, je trouvais toutes sortes de trucs pour trouver des sous pour la communauté. Il m'avait donné comme cadeau de Noël 200 sur la plateforme Kiva. Kiva, Loans That Change Lives, une plateforme qui change des vies. Allez voir. Et moi, ça a été pendant 1 an, 2 ans,
je prêtais de l'argent, 25 là, 30 là, je recevais de l'information, je recevais une alerte quand mon prêt avait été remboursé, je reprenais l'argent, je prêtais à un autre projet. Et j'ai fait ça pendant un bout de temps pour juste comprendre la mécanique des affaires, puis voir à quel point c'était puissant. C'est une plateforme très humanitaire et assez fascinante. Merci beaucoup, tu me suis, on est au diapason. Ceci dit, il faut vraiment aller voir les petites lettres sur chacune des plateformes, puis il faut trouver la meilleure plateforme pour porter notre projet. Puis là, je m'excuse, c'est en anglais, mais on peut trouver des tableaux comparatifs comme ça. Est-ce que la plateforme me permet de partager sur mes médias sociaux? Si je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ça, vous allez voir les différentes plateformes offrent différentes façons de relayer. Ça aide, ça, au lieu de faire du copier-coller partout. Est-ce que c'est quoi le coût? Vous voyez, Indiegogo, c'est 9 %. C'est une genre de commission qu'on a à payer sur l'argent qui va être récolté. GoFundMe, c'est 5 %. Kickstarter, c'est 5 %. Puis, ça vaut la peine de magasiner parce que 9 % de 100 000, c'est beaucoup d'argent. Et puis là, où est-ce qu'il y a des plateformes qui donnent beaucoup d'aide? Puis vous pouvez même parler à du monde. Il y en a d'autres, c'est totalement en mode virtuel. Mais il faut d'abord confirmer c'est quoi votre besoin d'argent et planifier dans votre budget. Si vous avez besoin de 25 000 pour réaliser votre projet, planifier que ça inclut la commission, puis la contrepartie, là, ce que vous allez donner en cadeau aux gens qui vont vous donner certains dons. Sinon, ben, si vous atteignez votre 25 000 puis que vous avez d'autres dépenses, ça risque de vous mettre à risque. Bien analyser le type de financement. C'est-tu un prêt? C'est-tu un don? Je suis capable de donner quelque chose qui ne me coûte pas trop cher, mais qui va être une bonne façon de dire merci aux gens. Donc, il faut vraiment s'assurer de faire ça de façon très, très efficace. Il faut aussi trouver la façon, quand je disais tout à l'heure, ça fonctionne parfait, puis j'ai une image là, que je vous ai créée pour ça, c'est qu'il faut convaincre avant même de lancer notre campagne, puis qu'on l'écrit, notre projet de campagne, puis qu'on le fait lire aux gens proches de nous, puis ils nous disent quel beau projet, go, go. On les sensibilise. Puis quand ils sont mordus au projet, on leur dit, ça te tenterait-tu qu'on va lancer la campagne dans les premières journées? Si tu as le goût de faire un don, fais-le dans les premières journées, tu vas voir, ça va vraiment aider le projet. Puis là, après ça, on va commencer à avoir des stratégies pour comment communiquer sur les médias sociaux. Puis on va peut-être se servir de nos infolettes qui partent par courriel, parce qu'on sait que le courriel rejoint plus, puis si les gens font encore plus confiance à des courriels envoyés par des gens qu'on connaît ou des organisations qu'on connaît que de voir une annonce sur un média social. Puis on se prépare un visuel intéressant. Ça veut dire un beau texte, une belle photo. J'ai mis photo au pluriel. Certaines plateformes permettent de mettre plus qu'une photo. Des fois, c'est une photo, une vidéo, des anecdotes. Pensez à une roche que vous lancez dans l'eau. Hein, n'est-ce pas? Vous lancez une roche, il se fait des rayons. C'est ça, le sociofinancement. On fonctionne par cercle. Vous êtes au centre du premier cercle. Donc, vous allez parler aux gens autour de vous, famille, amis, collègues. Puis après ça, il faut une stratégie pour les rejoindre, souvent avant la campagne, pour qu'ils soient les premiers à faire une contribution à votre projet. Après ça, il y a le relais d'influence. Ces personnes-là vont relayer. Puis même vous allez relayer à d'autres personnes vos connaissances. Et là, on essaie de se rendre jusqu'au grand public. Chaque cercle va demander des stratégies. Puis là, je vous ai mis d'autres plateformes, à part GoFundMe qui est bilingue, puis je l'ai mis parce que beaucoup de francophones vont faire leur campagne là. Les autres, c'est des plateformes francophones. Donc, il faut partir avec une liste fournie. On l'a fait avant, on n'improvise pas ça quand on a lancé notre campagne. On contacte ces personnes-là avant, on se donne les meilleures stratégies pour au moins convaincre 50 personnes dès la première journée qui vont avoir le goût de contribuer. Puis là, on planifie l'effet d'entraînement où on le souhaite. Puis on se sert, sans trop écœurer le monde, d'épingler, donc taguer les gens sur les réseaux sociaux qu'on aimerait aller chercher, soit dans le premier cercle ou dans les deux autres cercles, pour encore là avoir le résultat escompté, avoir des dons de façon dynamique qui se font en ligne. Il y a des outils comme ça. Elle va encore me dire, mon Dieu, ça ressemble à mes tableaux de posts. Quand elle planifie ses posts sur Facebook, Instagram, tout ça, ben, c'est pour chaque moyen qu'on veut, puis le message qu'on a diffusé, on cherche des stratégies, puis on se donne des objectifs. Alors, si on sert de telle stratégie, on aimerait ça au moins atteindre le tiers dans notre campagne. Puis on se donne quelle période de temps pour le réaliser.
N'oublions pas que les gens vont donner, même s'ils nous connaissent ou ne nous connaissent pas, parce qu'ils aiment le projet. Ils ont le goût de se l'approprier, ils ont le goût de s'associer au projet, ils ont le goût d'être solidaires avec le projet. Puis pourquoi le contenu est important, puis les images sont importantes, c'est qu'il faut qu'il y ait une clarté dans la présentation de notre projet, mais il faut qu'on établisse un lien de confiance. Ça, c'est peut-être du monde que vous ne verrez jamais de votre vie, là, mais imaginez, il faut réussir à faire ça. Je ne lirai pas parce que ça reprend plusieurs des éléments, mais si vous regardez les différents outils de financement, de sociofinancement, c'est vraiment important de les planifier et vraiment, je le redis par exemple, ça, la grille des contreparties pour tel montant, qu'est-ce qu'on donne, puis qu'on évalue la valeur de qu'est-ce qu'on donne. Si ça coûte plus cher ou trop cher pour ce que le monde nous donne, les gens ne croiront pas dans notre projet. Donc, il faut qu'il y ait une belle logique. Il faut se donner une bonne planification en 3 phases. Il y a la phase de pré-démarrage et démarrage. Je vais vous le dire tout de suite, je suis sûre que Katharina serait d'accord avec moi. Il y a une phase d'endurance. À un moment donné, on est comme un peu essoufflé. Puis il faut avoir déjà préparé un peu visuel où on en prépare du nouveau pour continuer à nourrir notre campagne. Puis il y a un sprint. Puis on veut vraiment atteindre le sprint plus tôt dans la campagne que vers la fin pour vraiment réussir. Puis, honnêtement, après ça, il faut juste plonger. Donc, rapidement, 15 points, puis on va prendre des questions. D'abord, identifier vos besoins financiers. Deuxièmement, définir de façon très, très claire, mais aussi très réaliste. Donc, j'ai besoin de 50 000 ou 100 000 pour notre organisme. Ça, c'est le point 1. Pour la campagne de sociofinancement, du 100 000 je vais aller en chercher 10 000 dans une campagne de sociofinancement. Ça a l'air plus réaliste en fonction de notre budget global. Je vais recruter et mettre en place un comité. Vous vous rappelez, une personne, on peut aller loin. À 3 personnes, on va plus loin et on ratisse plus large, puis on a plus de réseaux et de cercles autour de nous à mobiliser. Détermine la durée de la collecte, idéalement pas plus longue que qui fonctionne en ligne. On choisit l'approche, l'activité, la stratégie et la forme la plus adaptée pour mobiliser des fonds. On choisit le sociofinancement, donc le type de financement qu'on cherche. Ça va être un don de contrepartie, prêt ou équité. Il faut que notre projet soit solide et bien structuré. Puis là, imaginez, en 300 mots, il faut qu'on montre que le projet est bien structuré. Il faut choisir la plateforme. Tout à l'heure, quand je disais on identifie la plateforme, à un moment donné, il faut la choisir parce que là, on va mettre notre texte sur la bonne plateforme. Puis je ne vous conseille pas d'aller mettre votre projet sur plusieurs plateformes. Oui, vraiment, ça va vite au début, puis ça ralentit pour un dernier sprint à la fin. Puis on a la langue à terre, hein, Katharina, à la fin. Là. C'est pour ça qu'en équipe, ce bout-là est tellement plus facile. Si on est seul, ou pour beaucoup de monde, c'est vraiment difficile. Qualité, qualité, qualité au lieu de quantité. Rappelez-vous ça, tant dans le message que dans la vidéo, la visuelle, tout ça. Stratégie de promotion de campagne. Donc, une petite Ève dans votre équipe, il en faudrait partout. Une personne qui se passionne dans les communications et qui trouve les meilleures stratégies pour rejoindre le monde sur les meilleures plateformes et qui a appris comment formuler ses messages. Mais là, il y a plein de bénévoles qui savent comment faire ça aussi. Essayez de regarder dans votre gang, c'est qui convainc le plus facilement les gens sur votre CA ou dans vos équipes de travail. C'est souvent des bonnes personnes qui formulent bien les messages. On mobilise la communauté, idéalement les 2 premiers cercles. On utilise d'une façon maximale efficiente les médias sociaux et les médias traditionnels. On alimente la campagne en actualité. Il faut rendre notre page vivante, notre campagne vivante jusqu'à la fin. Ne pas être trop gourmand. Il y a du monde qui se lance pour faire des campagnes puis ils disent 100 000 quand il y en a vraiment besoin de 15 000 puis ils n'atteindront pas 100 000. Puis n'oubliez pas, si vous n'atteignez pas votre objectif, plusieurs plateformes, au lieu de vous donner, même si vous aviez atteint 75 000 du 100 000 au lieu de vous le verser à vous puis vous pourriez faire des belles choses malgré tout, ils vont retourner l'argent à tout le monde qui ont fait des promesses de dons pour leur dire que non, le projet n'a pas atteint sa cible, donc votre don n'est pas donné au groupe. Conclure la campagne à la fin, surtout quand on a atteint notre objectif, évaluer, noter les leçons apprises. Et c'est ça. Puis là, c'est le prochain. Donc, on a quelques petites minutes pour des questions. Merci Ethel. Plus qu'un tour d'horizon, on a le droit à un vrai cours magistral. Donc, en tout cas, moi, je me suis nourrie de toute ton expertise, donc je te remercie. Je vais donner la parole à Ève pour les questions sur Facebook et dans la boîte de conversation. Donc, on n'a pas eu des questions pendant le webinaire. Donc, j'imagine que les informations ont toutes vraiment été claires, mais peut-être que certaines personnes ont des questions maintenant à poser à main levée.
Puis là, il y a Katharina qui dit que leur campagne n'est pas terminée, il reste 20 jours. Oui. Donc, vous pouvez autant me poser une question à moi ou vous poser une question à Katharina. Là. Tout à l'heure, vous avez vu, elle a dit oh, on est dans le dernier sprint, c'est pas toujours évident. S'il n'y a pas de questions, peut-être j'inviterai Katharina à rallumer son micro et de nous dire comment on se sent à 20 jours de la fin de la campagne, puis où est-ce que vous en êtes rendu dans votre objectif? Oui, bien sûr. Commençons, c'est sûr qu'il y a le petit stress de la fin, vu que nous aussi, si on n'atteint pas l'objectif, c'est ça, tout le monde est remboursé alors qu'on a déjà engagé des frais pour être sûr d'avoir les contreparties qu'on veut offrir. Donc, c'est un risque additionnel, mais on a quand même confiance parce qu'il y a certaines personnes qui attendaient un petit peu qu'on a comme des confirmations qu'ils ne l'ont pas encore fait qu'on a espoir que tout va bien aller. Puis après ça, c'est sûr que nous, on n'était pas si actifs sur les réseaux sociaux, qui est comme une erreur de notre part, mais c'est vraiment pas notre domaine, où est-ce qu'on est à l'aise, mais on était très actifs avec des messages individuels. Justement, quand d'autres personnes partageaient la campagne, on allait dans les commentaires, on cliquait sur les noms de tout le monde, puis c'était un message individuel de « Merci d'avoir aimé, je suis une personne derrière le projet, est-ce que tu pensais contribuer, que penses-tu du projet en général? » Fait que comme j'avais pas un grand réseau LinkedIn avant de commencer, puis il y a comme presque doublé. Fait que des contacts. Et Katharina, il nous reste quelques petites minutes. Merci pour ton témoignage. C'est quoi ton pitch? Si tu avais à nous convaincre, nous autres, là, d'aller sur la ruche, premièrement, à la fin de ton pitch, tu pourrais nous mettre le lien. Qui sait, il y a peut-être du monde en ligne qui serait intéressé à vous faire un petit don, moi la première. Mais c'est quoi ton pitch? Ah oui, en fait, on avait fait justement une vidéo un peu plus narrative, mais le but, c'est que c'est une plateforme d'éducation populaire pour les adolescents. Donc, on s'occupe de créer des activités numériques où est-ce que les jeunes peuvent apprendre sur des sujets qu'ils ne voient pas forcément à l'école. Donc, on a tout ce qui est en lien avec la société, politique, droit, représentation, tout ce qui est vie durable, environnement, finance, santé mentale, santé physique. Et la dernière catégorie, c'est toutes les saines relations, donc relations amoureuses, relations avec les parents, les amis, un petit peu de développement personnel. Puis les activités sont gratuites pour les jeunes, d'où la campagne de sociofinancement pour nous aider un petit peu à continuer les activités, le développement du projet. Donc, c'est pas mal ça. Puis oui, j'avais... Oui. Oui, le lien, puis ça nous permet de donner un exemple de comment formuler un pitch. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sonia ou Ève? S'il n'y en a pas, mais je pense qu'on a répondu à toutes les questions avant même qu'elles ne soient posées, Ethel. Donc, je pense qu'on peut annoncer le tirage au sort, Ève? Oui, donc avant de commencer la rencontre en équipe, on a mis tous les noms des participants ensemble pour faire un tirage, pour faire tirer un exemplaire du livre La vie de rêve de M. Farrakhan Mizel. Donc, le gagnant est Kanku Kamara. Donc, j'ai le nom ici, le petit papier pour prouver le tout. Et puis, dans le fond, on va juste prendre votre adresse courriel un peu plus tard et vous envoyer un courriel par la suite. Merci. Écoutez, je vais passer la parole à Céline, notre directrice générale. Céline, à vous la parole. Oui, bien, écoute, merci beaucoup, Ethel, pour ce bel atelier. Écoute, ça a été riche en informations nouvelles. C'est pas la première fois que j'en entends parler, mais à chaque fois, j'ai toujours l'impression que c'est tout un monde. Donc, merci et on est bien content que tu sois avec nous autres dans notre équipe. Parce que, comme tu disais, il faut plonger dans cet univers-là, mais ce n'est pas nécessairement un univers simple. En tout cas, bravo à ceux qui le font, bravo à la ruche. Mais et je vous souhaite bonne chance à tout le monde qui ont le goût de mettre en place une campagne de sociofinancement. Et Ethel, je sais qu'elle est toujours tellement généreuse que si vous avez besoin d'informations, ça va lui faire plaisir de vous appuyer. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et on se dit à jeudi prochain pour la dernière partie des webinaires sur le financement. Merci Céline. Puis pour le dernier webinaire, là, c'est vraiment là, les petits projets. On a besoin d'un 500, un 1000, un 5000, un 10 000, un 12 000.
C'est plus de 30 idées de levée de fonds en mode virtuel qui ont été éprouvées. Puis c'est la première fois que l'atelier va être donné en Ontario français. Merci. Merci encore, Ethel. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour.